questions qu'on pose, le podcast. Et merci encore une fois à Darkwood pour la musique d'introduction. Bon, d'habitude, je les remercie dans les crédits, mais là, j'avais envie de le faire. En début d'épisode, je suis extrêmement contente de vous retrouver pour cet épisode du mois d'août. Parce que déjà, je n'espérais pas pouvoir faire encore un épisode pendant l'été. Vous savez que c'est les vacances scolaires et que c'est énormément de travail pour moi de produire ce podcast toute seule, en particulier pour ce qui est des recherches bibliographiques. Mais j'ai réussi à trouver le temps, et ça tombe bien parce que vous savez qu'on en est maintenant au 6e épisode, ce qui est pas mal, mais j'en ai au moins 7 ou 8 en préparation. Il y a trop de sujets intéressants que j'ai envie de traiter. Bref, on va rentrer dans le vif du sujet, et je vous fais pas poireauter plus longtemps. Le sujet du jour, c'est le café. Ah oui, vous remarquerez également que vous m'entendez normalement mieux. J'ai un nouveau micro et je suis super contente aussi parce que je peux enfin tester mon nouveau micro que j'avais reçu juste après avoir fini d'enregistrer l'épisode 5. Donc, si vous aimez le café, allez vous en préparer une bonne tasse. Et je commence avec l'histoire du café. Le caféier trouve ses origines en Afrique, sur les hauts plateaux éthiopiens. Selon la légende la plus répandue, un berger nommé Kaldi aurait découvert les propriétés énergisantes du café vers le 9e siècle, après avoir remarqué que ses chèvres devenaient particulièrement agitées après avoir consommé les baies rouges d'un certain arbuste. Historiquement, la culture du café s'est d'abord développée en Éthiopie, avant de se répandre au Yémen vers le 15e siècle, où les moines soufis l'utilisaient pour rester éveillés pendant leurs prières nocturnes. De là, le café a conquis l'Empire ottoman et s'est diffusé dans tout le monde arabe. C'est au XVIIe siècle que le café atteint Venise. Venise était alors la capitale de la République de Venise et c'était un centre névralgique d'échanges commerciaux entre différents pays lointains. C'est ainsi que le café allait se répandre en Europe. Et c'est à partir de cette époque qu'allaient apparaître les établissements qui portent toujours le nom de cette boisson, les premiers cafés. Plus tard, la colonisation allait emporter le café avec elle et introduire le caféier dans de nouvelles régions, notamment dans les Caraïbes et au Brésil, qui est d'ailleurs aujourd'hui le plus grand producteur mondial de café. Pour l'anecdote, on peut dire que j'ai moi-même fait le tour du monde du café, puisque j'ai fait le tour du monde et que je ne peux pas me passer de café. J'en bois tous les jours et j'en bois depuis l'âge de 12 ans. Aussi, je peux me vanter d'avoir dégusté toutes sortes de cafés à travers le monde, à commencer par Venise, qui était la première étape de mon voyage. On y sert le café à l'italienne, surtout sous forme d'espresso, un minuscule dé à coudre rempli d'un café beaucoup trop fort pour moi. Au Brésil, le café se boit d'une façon particulière, très noir, très serré et extrêmement sucré, presque comme du sirop, généralement avec du sucre de canne. C'est assez spécial. Mais revenons aux origines du café. Le caféier est donc un arbuste tropical d'origine éthiopienne, on l'a dit. Mais on sait aussi qu'il pousse maintenant dans de nombreuses régions du monde. Les régions dans lesquelles on peut cultiver le café forment la ceinture du café, ou Coffee Belt, qui est donc la zone géographique idéale pour cultiver cet arbuste. Elle est située autour de l'équateur, entre 25 degrés de latitude nord et 20 degrés de latitude sud. Le caféier a besoin de températures stables, entre 18 et 25 degrés, de précipitations abondantes mais bien réparties, et d'une saison sèche marquée pour la floraison et la maturation des fruits. L'altitude joue également un rôle puisque les meilleurs cafés pousseraient entre 600 et 1200 mètres d'altitude, où de légers écarts de température entre le jour et la nuit favoriseraient le développement des arômes. Depuis la colonisation, on cultive donc le café plus seulement en Afrique, mais aussi en Amérique du Sud, en Asie du Sud-Est, ainsi que sur certaines îles du Pacifique. Jusqu'au début du XIXe siècle, on cultivait le café originel, si on veut, Coffea arabica, qui était alors la seule espèce connue. À la fin du XIXe siècle, à Ceylan, qui allait devenir plus tard le Sri Lanka, mais qui était à l'époque une colonie britannique, les caféiers commenceurs à souffrir d'un mal étrange. Leurs feuilles se couvraient de taches oranges. C'était la rouille du caféier, provoquée par des champignons parasites du genre Hemileila, qui allait décimer peu à peu toutes les exploitations de café du pays. Les caféiers de Ceylan furent généralement remplacés par des théiers, mais c'est aussi depuis cette époque qu'on commencera à se tourner vers une autre espèce de caféier, Coffea liberica. Bien que produisant un café d'une qualité moindre, le liberica avait l'avantage de résister à la rouille du caféier.
Un tout petit peu plus tard, toujours à la fin du 19e, on découvre au Congo une troisième espèce, Coffea canephora. Coffea canephora est plus résistant à la rouille que son cousin l'arabica, mais aussi moins exigeant à cultiver et d'un rendement supérieur. Ces grains concentrent davantage de caféine, jusqu'à 4%, ce qui est beaucoup puisque l'arabica en contient au maximum 1,4%. En revanche, le café produit par Coffea canephora, qui est le Robusta, est réputé d'une qualité moindre, tout comme le Liberica. Ce dernier résiste bien à la rouille du caféier, comme je l'ai dit, mais il ne faisait pas le poids face à d'autres maladies fongiques, comme la trachéomycose du caféier. C'est pourquoi le Liberica n'est pas très connu, car au XXe siècle, sa production a été peu à peu abandonnée au profit de ses deux cousins, l'Arabica et le Robusta, et aujourd'hui le Liberica n'est cultivé que dans quelques exploitations en Malaisie et aux Philippines, ne représentant plus que 1 à 2% de la production mondiale de café. Le Robusta, lui, représente aujourd'hui 35% de la production, en dépit de sa qualité réputée moindre, car contrairement au Liberica, il ne résiste pas seulement mieux à la rouille, mais aux maladies en général, et comme je vous l'ai dit, son rendement est plus élevé. Il est donc moins cher, mais si vous buvez du Robusta, gardez à l'esprit que, outre son goût réputé moins fameux, il contient au moins 2 fois plus de caféine que l'Arabica. Il ne faut pas abuser des bonnes choses. Le café deviendra rapidement indispensable aux Européens, au point de devenir parfois un enjeu lors d'événements comme les guerres, pendant lesquelles il devenait difficile de s'en procurer. Car le café ne pousse pas sous nos climats. Ainsi, Napoléon aurait déclaré « Il est dur de tenir un siège sans café, ce que je veux bien croire ». Durant les guerres, lorsque le besoin de café se faisait sentir, on développait des succédanés qui avaient plus ou moins de succès. La chicorée amère, Cichorium intybus, une astéracée cultivée pour ses feuilles, les endives ou les chicons, produit de grosses racines qui, une fois torréfiées, permettent d'obtenir une alternative convenable au café, bien que dépourvue de caféine. Apparue aux Pays-Bas vers la fin du XVIIe siècle, la boisson à base de racines de chicorée rencontre un certain succès à travers le monde, bien qu'à mon avis elle soit bien meilleure mélangée à du vrai café. Au XXe siècle, durant les 2 guerres mondiales, on cherche et trouve de nombreux autres succédanés de café. Racines de dahlia, rhizome de roseau, gland doux, marron d'Inde, graines de tilleul, d'asperges ou de chrysanthème, pépins de concombre, malt d'orge et enfin le gaillet gratteron. Cette plante herbacée, souvent considérée comme une mauvaise herbe, avec sa façon désagréable de s'accrocher aux vêtements, appartient à la famille des rubiacées, comme le caféier, et ses fruits renferment une petite quantité de caféine. Une fois torréfié, il ferait un succédané de café tout à fait convenable à en croire certains. Je pourrais développer encore longtemps car il y a énormément de choses à dire sur l'histoire du café, mais il faut aussi que je vous parle d'un autre sujet. Comment le café passe-t-il du caféier jusqu'à votre tasse ? Chapitre 2 : les processus de fabrication du café. Le caféier produit des petits fruits charnus, généralement rouges, parfois plus ou moins violets ou jaunes, un peu comme des cerises. Et c'est justement comme ça qu'on les appelle, les cerises de café. Mais contrairement à la cerise du cerisier, la cerise de café possède 2 noyaux. Et, contrairement aussi à la cerise du cerisier, ce sont ces noyaux qui nous intéressent. Bien que la pulpe de la cerise de café soit comestible, elle semble généralement considérée comme un déchet issu de la fabrication du café. C'est là que les choses se compliquent. Pour obtenir du café, il faut donc débarrasser les noyaux de cette pulpe. On utilise à cette fin une dépulpeuse, une sorte de machine qui fait passer les cerises de café entre des cylindres rotatifs afin de les débarrasser de la plus grande partie de leur pulpe. Mais évidemment, les grains obtenus ne sont pas entièrement nus et prêts à torréfier. L'étape suivante consiste donc à les laisser tremper dans l'eau de manière à ce que les restes de pulpe fermentent et se détachent des noyaux. Après quoi, on mettra ces noyaux à sécher. On obtiendra alors ce qu'on appelle un café lavé. Ce processus est coûteux, d'autant plus qu'il nécessite que les fruits soient cueillis à maturité. Or, les cerises d'un même caféier ne sont pas toutes mûres au même moment. Il faut donc les cueillir à la main une par une sur plusieurs jours. Le café lavé est réputé de meilleure qualité, il est en tout cas plus cher à produire. Pour produire davantage et à moindre coût, on pratique donc l'égrappage. C'est-à-dire qu'au lieu de cueillir les cerises une à une, on débarrasse l'arbre de tous ses fruits, mûrs ou non, en râpant les branches, éventuellement à l'aide d'une machine agricole. Les grains obtenus de cette façon ne peuvent être lavés car ils sont plus ou moins mûrs. On les fait donc directement sécher au soleil. Le séchage donne un café qui est réputé de moins bonne qualité puisqu'il ne nécessite pas de cueillette à la main, mais on le dit aussi plus fruité. Comme l'appellation café séché n'était pas très vendeuse, les fabricants de café l'ont rebrandé en café naturel. De nombreux fabricants de café affirment que les grains sont triés à la main quoi qu'il arrive, mais ce n'est probablement pas toujours le cas.
Il est également possible de passer les grains à la dépulpeuse, puis de les laisser sécher à l'air libre. Ce processus est appelé méthode mixte ou honey process par certains fabricants. Il y a en tout cas un tri à l'issue du lavage ou du séchage, tri qui est parfois mécanisé. Après avoir été débarrassés de leur pulpe, les grains sont encore entourés d'une pellicule ou parcheminot, un peu comme la petite peau qui recouvre les graines des cacahuètes à l'intérieur de la coque. Ils sont donc passés dans une décortiqueuse, ou coffee huller en anglais, qui les débarrasse de cette enveloppe par friction. Et c'est ainsi qu'on obtient le café vert. Il n'est pas vraiment vert, souvent plutôt beige ou jaunâtre, mais on l'appelle café vert pour indiquer qu'il est encore cru, c'est-à-dire non torréfié. La torréfaction est une sorte de cuisson des grains qui va développer leur arôme et leur donner leur couleur brune caractéristique. Elle va aussi faire grossir les grains de café, qui vont exploser un peu comme du pop-corn. Selon la durée de la torréfaction, on va obtenir différents profils de saveur. Une torréfaction plus courte est appelée torréfaction claire. On obtiendra un café un peu plus acide, aux notes plus florales et plus caféinées. Une torréfaction plus longue, ou foncée, donnera un café plus crémeux, aux notes caramélisées ou chocolatées, au goût plus puissant, voire un peu brûlé si la torréfaction est vraiment trop poussée. L'inconvénient principal d'une torréfaction foncée étant de masquer les particularités des arômes selon leur terroir d'origine. La plupart des cafés bénéficient d'une torréfaction moyenne, qui est plus équilibrée. Pour la petite histoire, jusqu'au milieu du XIXe siècle, on achetait le café vert et on le torréfiait soi-même, soit au-dessus des braises, soit à la poêle ou encore, pour les plus aisés, dans un torréfacteur domestique, une sorte d'appareil dans lequel on faisait tourner les grains de café à l'aide d'une manivelle, afin qu'ils se torréfient sans brûler. Cette pratique a diminué avec l'arrivée de torréfacteurs industriels plus performants, qui a généralisé la vente de café déjà torréfié. Mais sachez que cela avait quelques avantages, comme le fait que les grains verts se conservaient mieux. Et il paraît même que torréfier son café soi-même est le truc qui revient à la mode. Quoi qu'il en soit, après torréfaction, il reste encore à moudre les grains. Ce n'est que depuis la seconde moitié du XXe siècle qu'on vend majoritairement le café déjà moulu, puisque pour préserver les arômes du café, il valait mieux l'acheter en grains. Mais le développement des contenants hermétiques sous vide ont permis de généraliser la vente de café déjà moulu. Je ne vais pas m'étendre 1000 ans sur la moulure du café, mais il me faut tout de même préciser que pour profiter pleinement des arômes d'un bon café, il est toujours possible de l'acheter en grains entiers. Il existe de nos jours des moulins à café électriques, mais je préfère pour ma part les moulins à café à l'ancienne, ceux avec une manivelle, vendus massivement par Peugeot du 19e siècle jusqu'aux années 60, et qu'on trouve encore facilement dans les brocantes. Notre café est donc cueilli, lavé, fermenté, séché, torréfié et moulu. Il reste une dernière étape avant de le déguster, la préparation. Et là, ouvrez bien vos oreilles. Si vous possédez une machine à café de type Senseo, Nespresso ou ce genre de choses, par pitié, jetez-moi ça à la poubelle. Et surtout, n'en achetez plus jamais. Ces machines sont onéreuses, mais ce n'est pas leur seul inconvénient. Le café qu'on y met est onéreux également. Il coûte 5 fois plus cher qu'un café moulu ordinaire. Ce café est prémoulu et emballé depuis des mois. Ses arômes sont donc dissipés depuis longtemps. Il est suremballé, souvent de mauvaise qualité, malgré tout ce que le marketing et la pub pour ces trucs essayent de vous faire croire. L'emballage a beau vous vendre du rêve en vous parlant de notes subtiles, de tons floral ou caramélisés, d'acidité équilibrée, des hauts plateaux d'Éthiopie aux plantations du Brésil. Toutes les tasses ont le même goût de pisse. De plus, vous n'avez que très peu de possibilités pour choisir le dosage, la température, le temps d'extraction, etc. Enfin, tout ce qui fait la préparation d'un bon café. Vous êtes obligé de vous procurer à prix d'or des capsules compatibles avec votre machine. Vous n'avez qu'à appuyer sur un bouton, certes, mais ça vous fait une tasse standard d'un café dégueulasse. J'ajoute que contrairement à ce qu'on pourrait croire, ces machines ne sont pas du tout équivalentes à ce qu'on trouve dans un établissement qui sert du café. Pour préparer un expresso, la vapeur d'eau est expulsée à travers le filtre avec une pression de 9 bars. Ce que ces trucs sont complètement incapables de produire. Tout ce que font ces machines, c'est beaucoup de bruit pour cracher péniblement une demi-tasse de café qui a un goût de pisse. Et encore quand elle ne tombe pas en panne. Voilà mon avis sur les machines à café domestiques, et je ne veux plus jamais en parler. Par contre, je vais vous parler des autres méthodes de préparation du café. On peut préparer le café par infusion ou percolation. La percolation consiste à passer le café à travers un filtre. C'est ce que font les cafetières électriques à filtre en papier, mais aussi les cafetières italiennes ou moka qui permettent d'obtenir un café très concentré et fort en goût. Dans le cas de la cafetière italienne, l'eau est envoyée sous pression dans le filtre.
donc c'est un peu différent d'une percolation à travers un filtre en papier. L'infusion permet d'obtenir un café un peu plus acide mais aussi plus équilibré. C'est la méthode de la cafetière à piston ou French press qui est à mon avis la meilleure façon de préparer du café. C'est rapide, simple et ça permet d'obtenir un café équilibré. On peut aussi faire varier les temps d'infusion selon la saveur voulue. Le café turc se prépare aussi par infusion en laissant décanter le marc au fond de la tasse. C'est une méthode à privilégier si vous n'avez pas de matériel sous la main. Les machines à café des établissements du même nom envoient l'eau chaude à travers un café finement moulu sous haute pression, 9 bars, permettant d'obtenir le célèbre expresso, qui peut être dégusté tel quel, mais qui est aussi la base d'autres boissons comme le latte, le cappuccino, etc. Enfin, on peut aussi infuser le café à froid. Le cold brew est un café grossièrement moulu, infusé dans l'eau froide pendant 12 à 24 heures, puis filtré, donnant un café doux et peu acide. Notez que si vous n'avez pas une de ces horreurs de machine à café à dosette, et notamment si vous possédez une cafetière à piston, vous pouvez non seulement faire varier le dosage et la durée d'infusion de votre café, mais aussi l'agrémenter d'un peu de cardamome moulu ou d'une pincée de cannelle. Mais je vais m'arrêter là sur la préparation. On va s'intéresser aux cafés les plus chers du monde. Chapitre 3. Le kopi luwak. Le kopi luwak est produit par un petit mammifère, le luwak, ou civette palmiste, ou civette palmiste commune, ou encore civette hermaphrodite, de son nom scientifique, Paradoxurus hermaphroditus. La civette palmiste hermaphrodite n'est pas hermaphrodite. Elle doit son nom aux 2 glandes protubérantes qui protubèrent du côté de ses parties génitales, aussi bien chez le mâle que chez la femelle, mais qui, en dépit des apparences, ne sont pas des testicules. Ceci étant interne, ce qui n'est pas exceptionnel chez les mammifères. Mais au fait, qu'est-ce qu'une civette ? Le terme civette désigne plusieurs espèces de petits carnivores à longue queue. Ce sont des animaux qui ont longtemps été difficiles à classer dans la taxonomie. Donc le nom vernaculaire civette n'est pas très précis, il est d'ailleurs parfois confondu avec genette. Et ces animaux sont aussi parfois appelés chat quelque chose. Par exemple, le binturong, une civette évoluant dans les forêts tropicales asiatiques, est appelé chat-ours. En réalité, la plupart des civettes, si ce n'est toutes, appartiennent à la famille des Viverridae, qui elle-même appartient au sous-ordre des féliformes. En simplifiant un chouïa, car je ne veux pas vous perdre en si bon chemin. Les féliformes sont d'un côté les félins, que vous connaissez bien, et de l'autre côté, on trouve les civettes, les mangoustes et les hyènes. Ceci, bien entendu, sans tenir compte de l'existence de quelques espèces difficiles à classer, comme la civette palmiste africaine, qui nous enquiquine bien, car elle n'est ni un félin, ni une civette, ni une hyène, ni une mangouste, donc elle se retrouve toute seule dans la boîte des féliformes. Mis à part les félins, qui forment un groupe taxonomique bien défini depuis longtemps, les féliformes sont un bazar sans nom pour les taxinomistes, et les généticiens n'arrêtent pas de venir y semer la pagaille. Mais on s'est déjà assez égaré comme ça. Donc revenons à notre civette palmiste hermaphrodite, qui elle appartient bien à la famille des Viverridae. Quand je disais que les civettes étaient des petits carnivores, je faisais référence à leur place dans l'arbre généalogique des mammifères, car vous le savez, j'adore la cladistique. Mais pour ce qui est de leur régime alimentaire, ça dépend des espèces. La civette palmiste hermaphrodite est principalement frugivore. C'est un petit animal de la taille d'un chat, 2 à 5 kg, arboricole, nocturne, et qu'on trouve sur une grande partie du continent asiatique. Elle vit en forêt, mais on peut la trouver près des habitations, jusque dans les zones plus ou moins périurbaines. Elle se nourrit de ce qu'elle trouve, mais comme je le disais, principalement de fruits. Elle apprécie particulièrement les fruits pulpeux comme les mangues et les ramboutans, mais aussi bien sûr les cerises de café. La civette hermaphrodite fréquente donc les plantations de café depuis que celles-ci se sont développées en Asie du Sud-Est. Elle se nourrit de cerises de café et laisse derrière elle des déjections pleines de noyaux. Comme pas mal de produits de luxe, le kopi luwak était à l'origine un aliment destiné à des personnes plutôt défavorisées. En effet, son histoire est fortement liée à la colonisation. Sur les îles de Java et de Sumatra, sous domination hollandaise, les producteurs de café indigènes n'avaient pas le droit de récolter le moindre fruit pour leur consommation. Ils contournaient cette interdiction en récoltant les excréments de la civette. Les graines de ces déjections étaient déjà fermentées et débarrassées de leur pulpe par le système digestif de l'animal. Il ne restait plus alors qu'à les nettoyer, les torréfier et les moudre.
La boisson qu'ils en tiraient était appelée Kopi Luwak, ce qui signifie café de civette. Par la suite, quand les producteurs eurent enfin le droit de consommer leur propre café, le Kopi Luwak était devenu une préparation traditionnelle en Indonésie, ce qu'elle resta pendant près de 3 siècles. En mars 1981, National Geographic mentionne ce café dans un article intitulé « The Konanza Bean Coffee ». Mais ce n'est qu'en 1991 que Tony Wilde, un négociant en café, découvrit le breuvage et commença à l'exporter en Europe. Le Kopi Luwak allait devenir une boisson très prisée à travers le monde, ainsi qu'une attraction touristique dans sa région d'origine. Ce café très cher, puisque rare, était réputé d'une qualité supérieure. Les transformations que subissent le grain dans l'appareil digestif de la civette ne sont pas équivalentes à une simple fermentation à l'eau. Des études montrent que ces grains de café subissent une transformation en profondeur des enzymes digestives pénétrant dans les noyaux, dont la surface devient poreuse au cours de la digestion. Leur composition chimique change, mais ils contiennent toujours des acides gras et de la caféine. Par rapport à du café ordinaire, le Kopi Luwak serait moins acide, moins amer, plus doux et aurait des notes chocolatées. Malheureusement, vous vous en doutez, la démocratisation de ce café n'est pas une bonne nouvelle. Elle pose de nombreux problèmes, et ce principalement à la civette qu'il produit. Le Kopi Luwak originel, celui obtenu en ramassant les déjections laissées par les civettes dans les plantations, coûte au moins 300 € le kilo, bien que certaines variétés puissent être vendues jusqu'à 1000 € le kilo. Ce prix exorbitant est bien sûr justifié par la rareté du produit. Aussi, afin de faire de meilleurs profits, certains producteurs ne s'embêtent plus à crapahuter dans les plantations en quête d'extréments des civettes. Ils attrapent les animaux, les entassent dans des cages et les bourrent de cerises de café. La boisson qu'ils en tirent est toujours appelée Kopi Luwak, même si cela n'a plus grand-chose à voir avec le produit originel. Et s'il est toujours plutôt cher, ce Kopi Luwak industriel peut se commander sur internet à partir de 140 € le kilo. On l'a vu, la civette hermaphrodite est un petit omnivore à tendance frugivore qui se nourrit de nombreux fruits. Ce n'est pas normalement un animal mangeur de café. Mais le problème, c'est surtout que c'est un animal sauvage. Ces civettes ne se reproduisent pas en captivité, donc les producteurs de Kopi Luwak industriels les prélèvent continuellement dans la nature afin de les entasser dans des cages et de leur faire produire du café jusqu'à leur mort. Tony Wilde lui-même, l'homme qui avait fait découvrir au monde le Kopi Luwak, s'en mord désormais les doigts. En 2011, dans le Guardian, il prend position contre ces pratiques. Il dénonce un commerce absolument absurde et absolument hideux, et décrit le Kopi Luwak ainsi obtenu comme, je cite, « un produit surindustrialisé, abusif et contrefait ». Malheureusement, un reportage réalisé en 2013 par la BBC a révélé que le café obtenu en piégeant et en retenant les civettes captives était ensuite commercialisé en Europe sous une étiquette indiquant au contraire qu'il provenait de civettes en liberté. Les circuits de production sont très difficiles à retracer et il semble impossible de se procurer du Kopi Luwak en étant certain qu'il s'agisse bien d'un produit authentique, obtenu en collectant des excréments d'animaux sauvages. Le youtubeur James Hoffman, spécialiste du café, affirme même que du Kopi Luwak est vendu sous cette étiquette alors que les grains n'ont jamais vu de près ou de loin l'intestin d'une civette. Ainsi, j'aurais adoré vous gratifier d'une revue de dégustation de Kopi Luwak, mais je n'ai pas pu me résoudre à goûter ce café. D'une part, l'idée de participer à ce commerce abominable me révulse. Et même si j'y mettais le prix, rien ne me garantirait qu'il s'agisse bien de Kopi Luwak authentique. Donc non seulement je trahirais mes convictions, mais par-dessus le marché, je ne pourrais de toute façon jamais être sûr de connaître le goût de l'authentique Kopi Luwak. Pour ce qui est du café obtenu en capturant des civettes, sa qualité n'est en rien comparable au produit d'origine. Car je l'ai dit, une partie des qualités du Kopi Luwak trouve son secret dans le tractus digestif de la civette hermaphrodite. On a d'ailleurs essayé de produire du café avec d'autres sortes de civettes, comme la civette africaine, et des études ont montré que les saveurs en sont différentes. Mais les transformations chimiques que subit le grain, et même l'attention particulière portée à une boisson aussi rare et chère, ne suffisent pas entièrement à expliquer la réputation de qualité du Kopi Luwak. Je vous ai décrit l'entièreté du processus qui permet d'obtenir différentes qualités de café. Souvenez-vous, en fonction du type de cueillette, égrappage ou cueillette sélective des grains mûrs à la main, on obtient différents profils de saveurs. De la zone géographique où pousse le caféier jusqu'à la préparation de la boisson dans votre cuisine, chaque étape compte.
Si l'intestin de la civette offre une température idéale et des facteurs chimiques qui aident à une excellente fermentation, ça n'empêche que la qualité du grain compte aussi. De plus, la civette sauvage n'a basiquement rien d'autre à faire de ses journées, ou plutôt de ses nuits, puisque c'est un animal nocturne, que de se nourrir. Et elle prend donc tout son temps pour choisir les meilleures cerises de café, mûres à point et délicieuses. Leurs noyaux fermenteront dans l'intestin d'une civette en bonne santé, d'autres aliments consommés par l'animal pouvant aussi apporter des éléments chimiques qui participent au goût du produit final. C'est ce qui explique le goût unique de l'authentique Kopi Luwak. A l'inverse, les producteurs de Kopi Luwak industriels gavent des animaux maltraités de cerises de café totalement bas de gamme, confiants dans l'idée que le café se vendra tout de même, puisque c'est du Kopi Luwak, et les pauvres civettes sont bien obligées de manger ce qu'on leur donne. Ainsi, des blogueurs voyageant en Indonésie rapportent pour certains une expérience de dégustation décevante, affirmant même parfois qu'on en fait tout un foin autour d'une boisson qui n'a finalement rien d'extraordinaire. Une discussion sur Reddit m'apprend que, pour certains dégustateurs, le Kopi Luwak serait effectivement un très bon café, qui pourrait même plaire aux gens qui n'aiment pas le café, puisqu'il est sucré, sans amertume, rappelant le chocolat. Mais pour d'autres, il manque de complexité et de subtilité, voire il est carrément mauvais. L'utilisateur Vitruvius Art n'hésite pas à écrire « À mon avis, le Kopi Luwak a juste le goût de ce qu'il est, de la merde. » Au moins c'est clair. Le vidéaste James Hoffman, grand dégustateur de café, rapporte une expérience médiocre, jugeant le Kopi Luwak peu acide, mais d'une amertume ordinaire, rappelant le goût de beaucoup de café de mauvaise qualité. Il déconseille formellement d'acheter du Kopi Luwak, arguant que non seulement ce produit est issu de pratiques cruelles, mais aussi qu'il est très difficilement traçable et qu'il existe de nombreuses variétés d'excellents cafés qui, eux, valent la peine de dépenser un peu plus d'argent que pour une tasse ordinaire. Sur coffeeness.de, le blogueur Arne Preuss, expert en café, conclut ainsi sa dégustation. Le café ne tient ni de près ni de loin ses promesses tissées par le mythe qui l'entoure. Si j'avais goûté ce café sans savoir de quoi il s'agit, je l'aurais vite oublié, en me demandant ce que le torréfacteur a bien pu faire pour le rater ainsi. En tout cas, il me faut ici rétablir une vérité. Beaucoup de sources affirment que le Kopi Luwak est le café le plus cher du monde. Cela est dû au fait qu'il soit ainsi labellisé dans le livre des records. Je déteste contredire le livre des records, mais c'est faux. En effet, d'autres animaux sont utilisés pour produire d'autres variétés de café, et les prix sont tout aussi exorbitants, voire bien davantage. Le Jacu Bird Coffee. Le Jacu ou Yaku, ou en français le Penelope peoa, ou pour son nom binomial Penelope superciliaris, est un oiseau sud-américain de la taille d'un poulet, qui appartient d'ailleurs à l'ordre des galliformes. On l'appelle aussi le faisan du Brésil. J'ai trouvé peu de sources fiables sur le Jacu Coffee, mais il serait produit dans seulement quelques petites exploitations au Brésil. Dans les plantations de café, le Jacu aurait d'abord été considéré comme un nuisible, avant que les producteurs n'aient l'idée de récupérer ses fientes, lesquelles contiennent des grains de café prêts à être lavés et torréfiés. Je n'ai pas beaucoup de certitude au sujet de ce café, car il est difficile de trouver des sources en dehors des sites web spécialisés dans le café, des producteurs de café et des publications touristiques brésiliennes. Donc il est difficile de savoir réellement si les jacous peuvent être maintenus en cage comme les civettes. En tout cas, ce café est rare, et il coûte entre 300 et 1600 € le kilo. Le Coati Coffee, produit dans une unique exploitation péruvienne par un producteur de café du nom de Luciano Sakaka. Il s'agit d'un arabica provenant de la digestion des cerises de café par le coati, Nasua nasua de son nom scientifique, qui est un petit mammifère arboricole qui vit dans les forêts d'Amérique du Sud. Le coati appartient à la famille des Procionidae, c'est donc un cousin du raton laveur. Dans certaines régions, il est très facile d'observer les coatis, comme par exemple aux chutes d'Iguaçu, qui est un site touristique très prisé à la frontière entre l'Argentine, le Brésil et le Paraguay. Dans ces régions touristiques, les coatis s'approchent facilement des humains, bien qu'il soit interdit et dangereux de les nourrir. Pourtant, les coatis de Luciano Sakaka seraient apprivoisés et non pas tenus en captivité, contrairement au luwak d'Indonésie. Bien que ce café ne soit produit que dans une seule exploitation, j'ai trouvé davantage de documentation à son sujet que pour le Jacu Coffee. Par contre, il est encore plus rare. Et cher, puisque sa production serait limitée à 450 kg par an, ce que je trouve quand même assez important pour une seule exploitation. Et on peut s'en procurer pour environ 500 € le kilo. Il aurait des notes de cacao et de cuir.
Mais encore une fois, difficile de trouver des témoignages de ceux ou celles qui l'ont goûté. On trouve sur internet des photos de Luciano Sakaka avec des coati qui n'ont pas l'air maltraités. Il semble que cette production ne fasse pour l'instant de mal à personne, mais étant donné ce qu'est devenu la production du Kopi Luwak, on peut se demander s'il est bien sage de promouvoir des processus de production qui impliquent les animaux. On trouve ensuite, ou plutôt on trouvait, le café de chauve-souris. Très rare également, et même désormais introuvable. Ce café était différent de la plupart des cafés qui impliquent des animaux dans leur processus de fabrication. En effet, les chauves-souris n'avalent pas les cerises entières, mais grignotent seulement la pulpe. Ce n'était donc pas un café issu d'excréments, mais la salive de petites chauves-souris frugivores, aussi appelées les fers de lance, ou Artibeus jamaicensis, conférait aux graines un processus de fermentation unique. Il est encore une fois difficile de trouver des sources, car cette variété de café était commercialisée par une seule marque, Sea Island Coffee, et n'est apparemment plus disponible depuis plusieurs années selon le site de la marque. En raison du changement climatique, les chauves-souris auraient déserté l'unique plantation qui produisait le Wild Bat Coffee, qu'on pouvait à l'époque se procurer pour 700 € le kilo, en dehors des frais de port. La marque propose désormais du café de toucan, produit par le toucan Aracari sauvage, toujours au Costa Rica. Il serait fruité avec des notes de caramel. Son prix est légèrement moins élevé, dans les 600 € le kilo. En Inde et à Taïwan, on produit un café issu de crachats de singe. Les macaques, courants dans ces régions, le macaque rhésus pour l'Inde et le macaque de Taïwan pour Taïwan, choisiraient, dit-on, les meilleures cerises pour en déguster la pulpe. Les singes qui mangent des cerises de café les mâchent, mais crachent ensuite les noyaux, exactement comme nous pouvons le faire quand nous mangeons des cerises. La salive des primates conférerait aux graines un profil de saveur unique, aux notes de chocolat, de noix et de vanille. Si c'est vrai, je ne comprends pas tellement pourquoi personne n'essaye de mâcher soi-même les cerises de café au lieu d'utiliser les dépulpeuses. Cela prendrait plus de temps, mais je ne vois pas pourquoi la salive humaine fonctionnerait différemment de celle des macaques. Petite parenthèse d'ailleurs, James Hoffman rapporte dans une de ses vidéos qu'une personne a essayé de produire son propre Kopi Luwak, si on veut, en digérant elle-même les graines de café. Je vous fais pas un dessin, mais je pense pas que je mangerai ça, que je boirai ça. Bref, le prix du café de singe serait de 250 $ le kilo, soit environ 220 €, ce qui n'est pas énorme comparé aux autres cafés impliquant des animaux. J'ai même trouvé des sites qui en vendraient pour 1500 roupies le kilo, soit moins de 20 €, mais je ne sais pas si c'est sérieux. Enfin, le café réellement le plus cher du monde est sans doute le Black Ivory Coffee. Dans la province de Surin, en Thaïlande, un refuge récupère des éléphants maltraités ou dans le besoin. Disposant d'une vingtaine de ces animaux, les soigneurs leur proposent des cerises de café, entre autres aliments bien sûr, car les éléphants ne peuvent pas se nourrir uniquement de ces cerises. La disponibilité de ce café dépend donc de l'appétence des éléphants pour les cerises de café, mais aussi de la motivation des cornacs à récupérer les graines dans les déjections des éléphants, ainsi que de la capacité variable du système digestif des éléphants à restituer ces graines, qui pourraient être partiellement digérées. Le rendement serait donc bien moindre que celui des civettes pour la même quantité de cerises ingérées. Il faudrait pas moins de l'équivalent de 33 kg de café pour obtenir un seul kilo de Black Ivory. Et ce café d'exception n'est produit que par la vingtaine d'éléphants qui vivent dans cet unique sanctuaire thaïlandais. Autant vous dire que ce café est effectivement le plus cher du monde. On en trouve à partir de 3500 € le kilo. Il est donc 10 fois plus cher que le Kopi Luwak, qui est lui-même déjà 20 fois plus cher qu'un arabica ordinaire de qualité convenable. Beaucoup moins caféiné, car les éléphants digèrent davantage de caféine que la civette, il est décrit comme doux, délicat, dépourvu d'amertume. Mais il est difficile de trouver beaucoup de retours sur ce café, car peu nombreux sont les gens qui ont eu l'occasion d'en goûter une tasse. En tout cas, ce café semble plus éthique que les autres cafés produits par digestion animale, puisqu'une partie des revenus qu'il génère sert à faire vivre les soigneurs et prendre soin de leurs très grands pensionnaires. Le refuge affirme également que l'apport de cerises de café dans l'alimentation ne nuit pas à la santé des éléphants. Enfin, puisque j'ai beaucoup parlé de problèmes éthiques dans la production de café impliquant des animaux, il m'est difficile de ne pas dire un mot sur l'exploitation humaine. En effet, comme je l'ai dit, les plantations de café à travers le monde sont le produit d'une histoire coloniale, et ce n'est pas sans conséquence sur ce qu'est encore aujourd'hui la production de café. Les producteurs ne sont pas toujours payés à hauteur de leur travail, loin s'en faut. Mais c'est un très vaste sujet que je ne vais pas développer ici car il me faudrait au moins un épisode de plus. Je peux par contre vous conseiller la lecture de Coffee a Dark History d'Anthony Wilde. Notez que l'auteur a le même nom de famille que Tony Wilde, l'homme qui avait participé à populariser le Kopi Luwak. J'ignore si c'est une coïncidence.
Dans ce livre, Anthony Wilde décrypte les chaînes d'approvisionnement du café à travers le monde et revient plus largement sur l'histoire du café. Mes sources pour cet épisode sont tellement nombreuses que je ne sais pas si je vais réussir à les donner toutes, mais en tout cas, il y a énormément d'articles scientifiques et de papiers que je vais vous citer. Une partie de mes sources, en tout cas, des sites internet pour commencer, manimalworld.net pour la civette palmiste, coffeenet.de, nationalgeographic.fr, en particulier le troublant secret de fabrication du café le plus cher du monde sur National Geographic, Slate pour l'article Derrière le café le plus cher du monde, le cauchemar d'un petit mammifère, le site de l'Association internationale des collectionneurs de moulins à café au sujet du café Jacou. Très intéressant sur sciencedirects.com, il y a une page Agricultural and Biological Science, Coffea Canofera, qui résume les connaissances scientifiques autour du café Robusta. Des vidéos, donc la chaîne YouTube de James Hoffman, des livres, le livre de l'amateur de café, le guide ultime du café par Valère Blaise, et l'univers du café, une exploration complète par Marjorie Liu. Des articles, Composition and Properties of Indonesian Palm Civet Coffee, Kopi Luwak and Ethiopian Civet Coffee, de Massimo Marcon, paru dans Food Research International en 2004. What is Kopi Luwak? A Literature Review on Production Quality and Problems de Mouzaïfa et collaborateurs, paru dans IOP Conference Series Earth and Environmental Science en 2019. Carder et collaborateurs, des implications du tourisme du café civette sur le bien-être animal à Bali, dans la revue Bien-être animal en 2016. Changement climatique et qualité du café, revue systématique des effets de variation environnementale et de gestion sur les métabolites secondaires et les attributs sensoriels de Coffea arabica et Coffea canofera, de Selena Ahmed, paru en octobre 2021 dans Frontier Plant Science. Physico-Chemical and Sensory Characteristics of Luwak Coffee from Benar Meriah AC Indonesia, de Patria et collaborateurs en 2018 dans Earth Environment and Science. Evolving Processing Method Effects in Quality in Coffee Production Case of Animal Poop Coffee. Donc c'est une revue par Shehasen Mohamed Sani Zakir, désolé pour la prononciation, parue dans Science en 2024. Transformando a mesa em oportunidade um estudo de caso do marketing sobre o Jacou Bird Coffee 2021 par Daniel de Avila, compte rendu du Forum international en ligne sur l'entrepreneuriat et l'innovation dans l'agriculture 2021 donc. Et enfin j'ai déniché une thèse de doctorat sur le café de Coati soutenue en 2016 à l'université de Puno au Pérou par Juanzo José Valencia Mamani et Cynthia Nathalie Velasquez Monje. Je vais y arriver. Comportamiento preferencia alimenticia e importancia del Coati en el mejoramiento de las características de 4 variedades de café en Puntina Punco a Puno. Intéressant. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la prochaine fois. Comme je vous l'ai dit, j'ai plein de choses en préparation, donc j'espère revenir très très vite.